parler en italien. Non sono capace di parlare italiano, bon, vas-y, tu dis ce que tu veux, moi je te rappelle comme ça. Bah voilà, c'était tout, je voulais m'excuser de ne pas parler en italien. Dunque si scusa per non parlare italiano. Merci per l'organizzazione. Alors donc, une des spécificités de la tradition marxiste, c'est de n'avoir jamais opposé émancipation individuelle et émancipation sociale et collective. Dès le manifeste, Marx et Engels définissent ainsi le communisme comme cette association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Dans cette perspective, la question de la liberté d'agir selon ses désirs individuels au sein d'une organisation sociale censée répondre aux besoins collectifs s'avère centrale. C'est cette question que je voudrais affronter ici en prenant comme point d'entrée les débats que suscite la question de la reconnaissance du travail sexuel comme travail dans les débats féministes. On peut résumer la position dominante au sein de ces débats comme suit. Dans la mesure où le rapport constitutionnel ne découlerait pas d'un désir réciproque entre les individus impliqués, il s'inscrirait dès lors dans le continuum des violences sexuelles et s'avérerait à ce titre étranger à la sphère du désir. Alors cette perspective est partagée par différentes actrices du mouvement féministe, par différents courants féministes qui sont distincts et qui donc reposent sur le présupposé selon lequel le désir s'opposerait par principe à la contrainte, à la violence ou à l'individualisme libéral. Le désir serait donc ce qui permettrait de distinguer les pratiques aliénantes des pratiques émancipatrices. Et donc de là découlerait la nécessité de lutter contre ce qui nie, contre ce qui réfrène ou contre ce qui réprime le désir et sa libre expression. Alors ce présupposé peut être problématisé sous différents aspects. On peut tout d'abord remarquer que si les rapports de domination déterminent le consentement, comme l'a depuis longtemps montré le féminisme, alors l'idéologie, en ce qu'elle assure la reproduction de ces rapports, détermine également la manifestation d'un objet comme désirable ou non, de sorte que le désir peut lui-même être l'expression non d'une liberté, mais d'une aliénation. La figure du sujet désirant peut en effet être interprétée comme un avatar du sujet libre de participer à l'échange marchand, dont Marx expliquait déjà dans Le Capital, qui est une condition et un produit de l'expansion des rapports de production capitaliste. La figure du sujet libre, propriétaire de son désir comme de sa force de travail, loin de s'opposer à l'individualisme libéral ou de pouvoir fournir le critère de toute politique émancipatrice, représente alors au contraire une forme idéologique intégrée à la reproduction des rapports d'échange et de production capitaliste. Telle est du moins la thèse que je voudrais défendre ici, non pas pour identifier le désir qui clame sa liberté en tant que tel à un facteur d'aliénation, mais pour dégager les conditions sous lesquelles le désir peut être mobilisé comme une puissance véritablement subversive dans une perspective féministe et révolutionnaire. Alors, comment comprendre que le féminisme en soit progressivement venu à faire du désir le critère de l'émancipation des femmes? Pourquoi la conception du désir en question est-elle le plus souvent insatisfaisante? Et que gagne-t-on finalement à penser le désir de façon matérialiste comme le produit de rapports de production particuliers, en l'occurrence les rapports de production capitalistes, et des différentes formes idéologiques, culturelles et juridiques qui en assurent la reproduction? Alors, pour répondre à ces questions, on peut commencer par souligner que le concept de désir fait rarement l'objet d'une problématisation rigoureuse, d'une historicisation minimale, voire tout simplement d'une définition praticable. Ce rapport un peu naïf au désir est d'autant plus étonnant que des théoriciennes comme Andrea Dworkin ou Catherine McKinnon ont depuis longtemps déjà proposé d'analyser justement le désir comme le produit de rapports sociaux déterminés. Dans Intercourse, Dworkin souligne ainsi que les mécanismes du désir masculin reposent sur la subordination des femmes. Et Catherine McKinnon, elle, n'hésitait pas à comparer le statut théorique assigné à la valeur dans la théorie marxiste au traitement réservé par les féministes au désir et à la sexualité. Dans les deux cas, expliquait-elle, il s'agit du même
la production et la productivité sociale d'un phénomène apparemment naturel. Alors c'est précisément justement cette conception matérialiste du désir qu'avait entrepris de critiquer le mouvement pro-sexe lors des sex wars aux États-Unis, arguant du fait que les théories comme celle de Dworkin ou McKinnon mettent trop l'accent sur le danger sexuel et le monopole hétérosexuel patriarcal sur la sexualité, les féministes pro-sexe entendaient en effet mettre en avant l'agentilité, l'agency sexuelle des femmes, aussi bien que les formes non normatives de sexualité. Alors cette volonté de promouvoir les formes non normatives de sexualité, ça a pu pousser du coup les féministes pro-sexe à déconnecter le plaisir et la sexualité des structures sociales qui l'organisent et ainsi à soutenir une conception assez libérale du désir comme propriété d'un individu envisagé hors de tout contexte social. Alors par un retournement paradoxal au regard de leur opposition au travail du sexe, c'est du coup à cette même conception libérale du désir qu'aboutissent aujourd'hui les tendances féministes évoquées qui prétendent pourtant plus se revendiquer du féminisme radical de McKinnon et de Dworkin, etc. Alors comment expliquer cette contradiction? C'est que, mon hypothèse, c'est que du coup, la progression de cette conception libérale du désir s'explique par l'accès de certaines femmes à des positions sociales où les rapports sociaux n'apparaissent plus comme un obstacle à la réalisation de leur désir. En d'autres termes, la conception libérale du désir mobilisée par le mouvement féministe aujourd'hui exprime surtout la position sociale des femmes représentées par ces mouvements. Alors si certaines militantes féministes peuvent effectivement s'affirmer comme sujet de désir, il n'en va pas de même pour les femmes sur lesquelles les rapports de domination pèsent plus lourd. Par exemple, les femmes migrantes qui exercent le travail du sexe. Au-delà de ce qu'elles désirent, de la légitimité de ce qui est désiré, c'est donc la question de qui peut voir ces désirs reconnus comme tels qui se trouve ainsi posée. La volonté de certaines féministes de présenter la libre expression de ce désir sexuel comme expression la plus légitime d'un processus d'émancipation, au détriment de la prise en compte de la nécessité première de satisfaire des besoins matériels, reflète dès lors une position de place dans la manière de penser l'émancipation, y compris sexuelle, des femmes. Alors on le voit, la conception libérale du désir pose un double problème. D'une part, en opposant l'existence du désir à l'insertion de l'individu dans les rapports sociaux, elle présuppose tout simplement l'existence d'individus libres au sein d'une société alignée. D'autre part, cette conception invisibilise également le fait que l'accès à cette position d'individu libre s'accomplit aux dépens de celles qui en sont exclues. Dans la réification du désir, Kevin Floyd s'emploie à historiciser la figure du sujet maître de son désir et libre de l'assouvir comme il lui convient, en la rapportant au tournant consumériste pris par le mode de production capitaliste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans l'institutionnalisation de la psychanalyse que se reflète, selon lui, de façon privilégiée, l'émergence de cette forme de subjectivation marchande. Dans la mesure où elle accorde à la famille une fonction centrale dans l'explication de pathologies psychiques et où elle contribue à isoler le désir des autres propriétés corporelles, en le rationalisant dans un discours scientifique développé comme moyen de révéler la vérité, l'essence d'un sujet individuel, la psychanalyse peut être interprétée comme la forme idéologique à travers laquelle l'individu est incité à s'approprier son désir comme étant constitutif de son identité, tout en orientant ce désir vers la consommation marchande. Dans une perspective althussérienne, on dirait alors que les transformations structurelles de la famille et leur rationalisation dans le discours psychanalytique constituent les deux médiations au travers desquelles l'individu est interpellé en sujet désirant par le marché. Cependant, Althusser explique également que le sujet ne préexiste pas à son insertion dans des formes idéologiques, parmi donc lesquelles Floyd range la psychanalyse, mais que, et là je cite Althusser, l'idéologie a toujours déjà interpellé les individus en sujet, ce qui revient à préciser que les individus sont toujours déjà interpellés par l'idéologie en sujet, ce qui nous conduit nécessairement à une dernière proposition: les individus sont toujours déjà des sujets. Si l'individu est toujours déjà interpellé en sujet intégré à la reproduction des rapports de production, il devient alors possible d'interroger les conditions sous lesquelles ce désir peut
peut se retourner contre la fonction idéologique qui lui est assignée. Le désir serait donc tout autant investi par les rapports sociaux qu'il ne les investit lui-même, ce qui ouvre alors la possibilité d'une mobilisation radicale ou révolutionnaire du désir. Il serait en effet réducteur de considérer le désir sous le capitalisme que sous le seul angle de sa réification et de l'interpellation du sujet désirant au profit de l'expansion du capital. Si certaines mobilisations féministes contemporaines, dépendantes du contexte néolibéral, doivent effectivement susciter de la méfiance à l'égard du concept de désir, en rester à cette seule méfiance serait ignorer que le désir a également pu être invoqué, y compris par des auteurs inspirés par la psychanalyse, et sans mentionner tout le courant se réclamant de l'autonomie désirante, en tant que potentiellement porteur d'un processus de sublimation qui pourrait inviter à un dépassement du capitalisme, voire constituer une force en elle-même révolutionnaire. Alors c'est le cas notamment chez Marcuse, dans L'homme unidimensionnel. Marcuse part du constat que la société industrielle moderne, en transformant la nature du désir, ses possibilités de satisfaction, a paradoxalement réduit sa portée, sa capacité à subvertir l'ordre bourgeois. Analysant ce qu'il nomme la désublimation répressive, Marcuse nous invite à identifier dans le désir un pouvoir radical politique de négation de l'ordre social. Étudiant les phénomènes de démocratisation de la culture supérieure, il remarque qu'à la sublimation à laquelle invitait autrefois la production d'images qui ne pouvaient pas être intégrées à la culture bourgeoise, inconciliable avec le principe de réalité établie, s'est substitué du fait de l'intégration de ces images à la culture marchande une désublimation qui remplace la satisfaction médiatisée par une satisfaction immédiate. Or, la satisfaction autorisée par la société a donc un champ beaucoup plus grand. Mais à travers cette satisfaction, c'est le principe de plaisir qui a subi une réduction, privé qu'il est des revendications qui sont inconciliables avec la société établie. Le plaisir sous cette forme engendre la soumission. Le constat dressé par Marcuse donc des effets de la société technologique est donc plutôt pessimiste. La libéralisation de la sexualité, la possibilité étendue de satisfaire immédiatement ses désirs et l'accès plus aisé à des plaisirs toujours plus nombreux sont autant de conséquences d'un processus de désublimation qui renforce l'aliénation. Incorporé à la société capitaliste comme une marchandise, le désir se démet de sa capacité subversive. Là où auparavant la conscience malheureuse ne cessait de sentir et de souffrir de l'écart entre ses désirs et le principe de réalité, la conscience heureuse ainsi produite est une conscience qui ne ressent pas le besoin de revendiquer, alors même qu'elle est le fruit de la domination et de la répression. Alors cette perspective freudo-marxiste développée par Marcuse permet, comme on le voit, d'appréhender l'ambivalence d'une sexualité annexée aux exigences du capitalisme. Comme il l'écrit, tout ce qui est touché par notre société devient un potentiel de progrès et d'exploitation, d'aliénation et de satisfaction, de liberté et d'oppression. La sexualité ne fait pas exception. Mais qu'est-ce à dire, sinon que cette contradiction, en vertu de laquelle la libéralisation de la sexualité et la satisfaction immédiate des désirs individuels sont synonymes de leur répression sociale, est une contradiction interne au capitalisme lui-même, et par conséquent que le dépassement du capitalisme sera nécessairement synonyme de resublimation du désir. C'est ce que suggèrent Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, où il s'agit alors pour eux de tracer une autre voie à l'émancipation du désir, en s'opposant à une conception réifiante du désir qui cherche à abstraire celui-ci en le dotant d'une dynamique propre, distincte des dynamiques sociales, bien que celle-ci puisse influer sur lui. L'Anti-Oedipe pose le désir comme principe immanent auquel on ne saurait opposer une répression qui lui serait étrangère puisqu'il participe lui-même de la mise en œuvre de cette répression. En réponse à la psychanalyse qui les accuse de réduire le social au roman familial, Deleuze et Guattari entendent constituer une psychiatrie matérialiste dont la production désirante est la catégorie effective. En mettant au premier plan la productivité du désir, la machine désirante, il s'agit donc aussi de lutter contre la conception dominante du désir en tant que banque, caractéristique de la police du désir orchestrée par la classe dominante. En rupture avec l'équation désir égale manque, il s'agit d'affirmer l'unité
sociale et de la production désirante, car le désir fait partie de l'infrastructure. C'est précisément parce que le désir ne saurait être enfermé dans des constructions sociales, parce que celle-ci le présuppose, qu'il est intrinsèquement doté d'un potentiel révolutionnaire. Alors je cite cet extrait de l'Anti-Oedipe. Quoi qu'en pensent certains révolutionnaires, le désir est dans son essence révolutionnaire. Et cela veut dire, non pas que le désir est autre chose que la sexualité, mais que la sexualité et l'amour ne vivent pas dans la chambre à coucher de Dieu. Ils rêvent plutôt d'un grand large et font passer d'étranges flux qui ne se laissent pas stocker dans un ordre établi. Le désir ne veut pas la révolution, il est révolutionnaire par lui-même et comme involontairement en voulant ce qu'il veut. Alors, précédant toute production sociale donnée, le désir, tel que conçu par Deleuze et Guattari, n'est plus désir de, ni attribut d'un sujet mobilisable par une idéologie en particulier. Si la société tend effectivement à canaliser le désir pour l'intégrer à la reproduction des structures sociales, il n'en reste pas moins que le désir lui-même ne cesse de dépasser, de déborder les limites que ces structures lui imposent. Il est le débordement qui manifeste, pour reprendre un graffiti qu'on a vu beaucoup pendant les dernières manifestations en France, et c'est ce débordement permanent qui en constitue la nature essentiellement révolutionnaire. Alors, les thèses de Marcuse d'un côté, de Deleuze et Guattari de l'autre, nous permettent donc de penser le désir dans une visée émancipatrice qui tienne compte de la nécessaire lutte contre les structures de répression et de domination qui l'investissent et au sein desquelles il s'investit lui-même, plutôt que de le considérer comme l'attribut inaliénable d'un sujet libre ou comme un attribut dont l'acquisition et la satisfaction traduirait inévitablement, c'est-à-dire indépendamment des conditions matérielles de son effectuation, la capacité du sujet libre à se déprendre des rapports de pouvoir. La question des conditions matérielles de possibilité d'une telle émancipation du désir par le désir reste néanmoins l'angle mort de ces réflexions, puisque si Deleuze et Guattari soulignent le rôle exercé par les structures de domination et l'inscription sociale du sujet désirant, leur analyse ne permet pas de faire émerger des stratégies qui permettraient de mobiliser ce potentiel révolutionnaire du désir, ou mieux qui permettraient au désir de se mobiliser à des fins de transformation radicale de l'ordre social. Alors, comme le note Rosemary Hennessy, qui est une théoricienne féministe marxiste, le fait que le capitalisme tende à produire l'idée d'une séparation entre la sphère de la sexualité d'un côté et celle de la production de l'autre, donc cette séparation que le capitalisme produit, est justement ce qui rend aujourd'hui urgente la tâche d'examiner les relations systémiques entre formation culturelle sexuelle et formation économique politique, et d'examiner la fabrique de la conscience en régime capitaliste. On oppose habituellement les besoins et le désir, au motif que les premiers seraient à la fois naturels et nécessaires, là où le second serait socialement construit et contingent. Et que c'est, je pense, cela qui incarnerait une certaine idée de la liberté. Mais la théorisation marxiste-féministe du travail domestique, par exemple, nous a justement montré que les besoins humains habituellement satisfaits gratuitement par les femmes, loin de se limiter aux seuls besoins naturels assurés par les tâches domestiques, incluent également des besoins affectifs. Les recherches récentes sur la division mondiale du travail dans le domaine du care, par exemple, ont montré que les services de garde d'enfants, même si que l'industrie du sexe demande de plus en plus aux travailleurs non seulement d'accomplir des tâches physiques spécifiques, mais aussi de simuler des sentiments et une intimité véritable. Il s'agit donc d'analyser les processus de production non seulement des moyens de satisfaction des besoins affectifs, mais également des processus de production de ces besoins eux-mêmes. Cela implique donc de ne plus opposer désir et travail, mais au contraire de concevoir le désir comme une forme de travail. Le désir n'est plus cette qualité dont la présence ou l'absence suffirait à juger de la nature de rapport, émancipateur ou aliéné, ni ce flux d'énergie qui organiserait les rapports sociaux. Il ne désigne plus une chose plus ou moins évanescente, pas plus qu'un manque. Il n'est autre que le processus à travers lequel les besoins sexuels et affectifs trouvent, ou échouent à trouver, satisfaction. Il faut donc observer la diffusion du travail comme étant à l'œuvre dans l'organisation non seulement des moyens de cette satisfaction, mais aussi dans la production de ces besoins eux-mêmes. Pour ce faire, il faut aussi considérer du coup le versant négatif de ce processus,
c'est-à-dire l'insatisfaction fondamentale de ce que Hennessy, empruntant à Deborah Kelch, désigne comme des besoins proscrits. Alors, sur ce concept de besoins proscrits, outlawed needs, il faut garder en tête que le salaire minimum n'est évidemment jamais égal au minimum vital dont on aurait besoin pour vivre, et nécessaire à une vie humaine entière pour vivre, sont virtuellement proscrits. Les besoins proscrits apparaissent donc comme cette face cachée des besoins produits dans et par le système capitaliste. Le désir n'est pas lié à l'une ou l'autre de ces catégories de besoins, mais aux deux. La réification et la marchandisation du désir renvoient en effet à un certain type de production socio-affective, ou plus exactement à la production d'un certain type de besoins affectifs. Il n'en reste pas moins que les besoins ne sauraient être tous reconnus, car leur reconnaissance impliquerait leur mise en considération dans le calcul du salaire minimum. Et ces besoins sont non seulement non reconnus, mais également non connus, dans la mesure où l'organisation actuelle dominante des besoins affectifs vise précisément à leur insonorisation et à leur mise sous tutelle. Il ne s'agit donc pas ici de considérer, comme on peut le faire de Deleuze et Guattari, que le désir serait l'inévitable préliminaire à toute production, mais plutôt d'inviter à une lutte pour la reconnaissance des processus du désir réalisant les besoins proscrits. Alors les termes de cette lutte, justement, peuvent être formulés à travers le concept de besoins radicaux, qui est le concept avancé par la philosophe Agnès Heller dans la théorie des besoins chez Marx, et qu'elle définit donc ainsi: le devoir lui-même est collectif, puisque au plus haut point de l'aliénation capitaliste, il surgit au sein des masses, et en particulier au sein du prolétariat, des besoins dits radicaux qui incarnent ce devoir et aspirent du fait même de leur nature à transcender le capitalisme dans le sens du communisme. Alors à partir de ce concept de besoins radicaux, il devient possible de formuler une théorie ancrant le désir comme force révolutionnaire à l'intérieur même des réalités matérielles qu'il s'agit de transcender. Parce que le capitalisme fait subir au désir un processus de réification, ou plus exactement crée le désir comme désir réifié. Cette réification à son stade ultime est condamnée à stimuler le besoin d'un désir non plus réifié, ni séparé des autres sphères de l'existence sociale et qu'il s'agirait de rationaliser au service d'une logique de consommation, mais un désir dont la fin ne serait rien d'autre que la quête ininterrompue de tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins radicaux, et donc un désir de communisme. Le désir compréhensible peut constituer l'origine d'une lutte révolutionnaire, à condition de ne pas restreindre son exercice au seul champ de la sexualité, de ne pas juger les processus d'émancipation à l'aune de sa présence ou de son absence dans des sphères de la vie considérées comme séparées les unes des autres, ni en fonction de l'acquisition ou de son échec d'un statut de sujet désirant prétendument révélateur d'un épanouissement personnel et individuel, mais qui dépend en réalité de l'exploitation d'autres êtres humains et donc de la négation de leurs propres besoins et désirs. Reconnaître ces autres besoins comme dignes de tout autant de considération et les considérations et les conditions matérielles de leur satisfaction comme un problème de tout premier ordre, c'est en définitive dépasser la conception d'un désir sans sujet ni objet pour l'envisager comme ce qui meut le sujet révolutionnaire collectif tendant vers le communisme en tant que système de satisfaction de tous les besoins, sans distinction de classe, de genre ou de race.